Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un nouveau thème. Sur la comptabilité, évidemment. Mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais d'abord vous dire merci à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous sommes à 52 abonnés et ça me va droit au cœur, ça me fait tellement du bien que vous soyez là, que vous regardez mes vidéos, que vous me suivez. Et vraiment, je vous remercie. N'hésitez pas à partager les vidéos, à publier ces vidéos auprès de vos amis afin que les abonnés deviennent encore plus nombreux et que la chaîne s'agrandisse afin que nous tous ensemble nous puissions partager nos expériences de comptabilité. Je vous remercie infiniment et je compte sur vous pour pouvoir partager cette vidéo et les vidéos que vous allez évidemment écouter au fil du temps. Voilà. Aujourd'hui, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais aborder le thème sur les opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie. Nous avons déjà vu les opérations commerciales. Nous avons vu les opérations d'achat-vente. Nous avons vu les opérations de prestation de services. Et je crois que j'ai abordé en quelques mots les opérations de fabrication. Donc, achat-vente, opérations de services et les opérations de fabrication. Ça, ce sont ce qu'on appelle les opérations commerciales. Aujourd'hui, nous allons aborder les opérations de trésorerie. Et nous allons voir. Alors, dans le thème du jour, ça sera les opérations de trésorerie. Voilà. Ça, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, pourquoi je tiens à aborder ce thème avec vous? Tout simplement parce que lorsqu'on aborde les opérations commerciales, il faut bien sûr que ces opérations prennent fin. Ok? Et qu'est-ce qui dénoue les opérations les opérations commerciales? Ce sont les opérations de trésorerie. Donc, dans les opérations commerciales, nous avons vu les opérations d'achat-vente, nous avons vu les opérations de prestation de services et nous avons abordé un peu les opérations de fabrication. Alors, les opérations de fabrication, je ne suis pas entré en profondeur sur les chaînes jusqu'à présent, je ne suis pas entré en profondeur là-dessus, mais je compte y revenir. Donc, les opérations de fabrication que nous allons aborder ultérieurement. Alors, après avoir vu ces trois opérations, ou bien ces opérations commerciales, c'est dénoue avec ce qu'on appelle les opérations de trésorerie. Donc, les opérations de trésorerie. Voilà. Et dès que l'opération de trésorerie est terminée, on n'en parle plus des opérations commerciales parce que c'est la fin. Lorsque l'opération de trésorerie est terminée, l'opération commerciale également prend également fin. Alors, nous allons voir alors comment l'opération commerciale prend fin via une opération de trésorerie. C'est ce que nous allons voir. Alors, l'opération de trésorerie. L'opération de trésorerie repose sur, quand on parle de trésorerie, on parle ici des encaissements et des décaissements. Des encaissements et des décaissements. Donc, opération de trésorerie, c'est soit les encaissements, soit les décaissements. On est d'accord que lorsque vous faites des opérations d'achat-vente, il faudrait bien sûr que le client vous paye ou bien que vous payez à votre fournisseur. Pareil que les opérations de prestation des services et les opérations de fabrication. Donc, c'est les encaissements et les décaissements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération de trésorerie se dénoue via plusieurs opérations. Les opérations d'encaissement d'abord. Si on voit les opérations d'encaissement, les encaissements peuvent se faire soit, il y a plusieurs caractéristiques, soit en espèces, soit par chèque bancaire ou par carte bancaire, soit
par virement bancaire. Soit par virement bancaire. Voilà. Donc lorsque vous avez des encaissements, c'est soit le client a payé soit en espèces, soit par chèque ou par carte bancaire, soit il a payé par virement. Pareil, lorsqu'on est dans les opérations de décaissement, lorsque vous allez payer, par exemple, vous allez payer votre fournisseur, vous payez soit en espèces, soit par chèque ou par carte bancaire également, par carte bancaire, soit vous faites par prélèvement automatique, ou par virement, Voilà. Alors, il y a une troisième chose qui vient s'ajouter aux caractéristiques de ces opérations de trésorerie. La troisième chose, c'est ce qu'on va appeler ici le paiement. On va appeler ici le paiement à terme. Ok? Donc, on peut aussi procéder par un paiement à terme. Voilà. Donc, les opérations de trésorerie, c'est ça. C'est soit vous procédez à un encaissement en espèces par chèque bancaire ou par virement bancaire, soit au moment du décaissement, vous le faites également en espèces par chèque, par prélèvement automatique ou par paiement à terme. Le paiement à terme, c'est un terme spécial que nous allons aborder tout au long de ce thème. Alors, comment ça se passe comptablement? Lorsqu'il s'agit d'un encaissement en espèces, comment ça se passe? Si vous procédez à un encaissement en espèces, quelle est l'écriture comptable que vous allez passer? Alors, ici, il s'agit ici des espèces. Lorsqu'il s'agit des espèces ici, l'écriture comptable revient tout simplement à débiter le compte espèces, le compte caisse, pour pouvoir augmenter, parce que l'encaissement c'est quoi? L'encaissement c'est l'augmentation d'un compte de l'actif du bilan. Donc lorsqu'il y a un encaissement, vous avez ici un compte de l'actif du bilan qui augmente au débit. Le compte de l'actif augmente au débit. En cas de décaissement, vous avez ici le compte de l'actif qui diminue au débit. Voilà. Le compte de l'actif qui diminue au débit. Donc, en cas d'encaissement en espèces, quelle est l'écriture que vous allez passer? L'écriture que vous allez passer, vous allez augmenter le compte caisse du montant en question. Donc le compte caisse, c'est le compte 53. S'il faut augmenter le compte caisse, il suffit tout simplement de débiter la somme ici. Le compte caisse augmente. Donc le compte caisse est donc débité lorsqu'il s'agit d'un encaissement. On débite le compte caisse. Alors, maintenant, lorsqu'il s'agit d'un paiement par chèque ou par carte bancaire, quelle est l'opération qu'on doit adopter? Alors, si l'opération c'est par carte bancaire, si l'encaissement s'est fait par carte bancaire, au moment de l'encaissement, dès que la carte bancaire a été utilisée pour pouvoir réceptionner l'argent, pour pouvoir encaisser de l'argent, il faut également débiter pour pouvoir augmenter, on a dit ici, augmentation du compte de l'actif du bilan. Pour pouvoir augmenter le compte bancaire, il suffit tout simplement de débiter le compte 512. Ça c'est débiter, crédit, on débite le compte 512. Ici c'est dans le cas où il s'agit ici d'une carte bancaire. Dans le cas où il s'agit par exemple d'un chèque, s'il s'agit d'un chèque, par exemple là, s'il s'agit d'un chèque, ça c'est le cas d'une carte bancaire. Alors s'il s'agit d'un chèque, quelle est l'opération qu'on va passer? Alors lorsqu'il s'agit d'un chèque, lorsque vous recevez un chèque pour encaissement, soit vous débitez le compte bancaire en question, vous le débitez parce que vous avez déjà le chèque en votre possession, soit vous procédez à ce qu'on appelle une remise à l'encaissement. C'est-à-dire que le client vous envoie un chèque, vous recevez bien le chèque au sein de l'entreprise. Le comptable, dès qu'il reçoit le chèque, il remet à l'encaissement, c'est-à-dire qu'il envoie ça chez le banquier pour que le banquier encaisse le chèque.
Alors, dans ce cas, le banquier et le comptable a deux opérations. Soit, dès qu'il reçoit le chèque, il débite le compte banque pour la somme indiquée sur le chèque. Soit il attend que le banquier crédite l'argent sur le compte bancaire, que le banquier encaisse ce chèque. Dès que le chèque est encaissé, comment il va savoir que le chèque est encaissé? Il va savoir que le chèque est encaissé en regardant sur le relevé bancaire. Dès qu'il va voir sur le relevé bancaire que le chèque est encaissé, il va directement débiter le compte caisse. Donc on a deux possibilités lorsqu'il s'agit d'un chèque. Donc lorsqu'il s'agit d'un chèque, il y a deux possibilités. Soit le compte banque, dès que je reçois le chèque, je débite le compte banque. Le compte bancaire, il est directement débité. Ok? Soit, la deuxième possibilité, c'est quoi? La deuxième possibilité, c'est soit je remets le chèque en encaissement. Alors, pour remettre le chèque en encaissement, c'est le compte-ci qu'on utilise, c'est-à-dire c'est le compte 511.2 ou le compte évidemment 5112. Ok? Moi j'aime bien lire les chiffres 3 à 3, donc 511.2. Voilà. Donc pour une remise à l'encaissement, c'est vous débitez le compte remise à l'encaissement. Le compte là, 511.2, c'est un compte remise à l'encaissement. On débite ce compte remise à l'encaissement. Et une fois que le chèque va arriver à la banque va encaisser le chèque. Le comptable va interroger son compte bancaire afin de voir si le chèque a été encaissé. S'il constate que le chèque a été encaissé, dans ce cas, il va solder ce compte-là. Il va passer cette écriture. Après avoir passé cette écriture, il va solder ce compte. Il va diminuer ce compte. Il va passer 512 débit crédit et le compte remise à l'encaissement. Il va passer le compte remise à l'encaissement afin de solder le compte en question. Donc, il va donc solder ce compte ici. Il va solder ce compte ici pour le même montant. Donc, cette opération se fait en une seule écriture. Ça c'est une seule écriture. Ok? Une seule écriture. Et ça concerne cette opération. Voilà. Et ça concerne cette opération. Donc, il y a deux choses qu'il faut bien remarquer ici. Il y a deux choses. Donc, je reprends. Lorsqu'il s'agit des encaissements, le but ici, c'est d'augmenter le compte de l'actif au débit. C'est tout. Augmenter le compte de l'actif au débit. Si j'encaisse en espèces, le compte espèce qui est le compte caisse 53, je le débite du montant indiqué. S'il s'agit d'un chèque ou d'une carte bancaire, ici, s'il s'agit de la carte bancaire, comme c'est mentionné ici, carte bancaire, dans ce cas, je débite le compte 512 pour le montant indiqué. S'il s'agit d'un chèque, comme c'est mentionné ici, il y a deux possibilités. Les deux possibilités s'il s'agit d'un chèque. On a dit que dès que l'entreprise ou le comptable, si c'est le comptable qui reçoit les chèques, dès qu'il reçoit le chèque, il débite dans sa comptabilité le compte 512 du montant du chèque. La deuxième possibilité, c'est soit, donc c'est où? Ici c'est où? Donc, la deuxième possibilité, c'est soit il remet le chèque à l'encaissement. La remise du chèque à l'encaissement consiste à faire quoi? À attendre que le banquier encaisse l'argent sur le compte bancaire de la société. Dès que l'argent sera encaissé, c'est en ce moment-là que je vais utiliser le compte bancaire de la société pour mouvementer l'argent en question. Donc, remise à l'encaissement, c'est-à-dire le compte 511.2, je débite. Une fois que je constate que le compte bancaire de l'entreprise a été utilisé, qu'est-ce que je fais? Je débite le compte 512 et je solde le compte 511.2 au crédit. Ok? Vous voyez bien, au crédit. Donc, voilà ce qu'on peut retenir ici.
Et lorsqu'il s'agit d'un virement bancaire, ici, dans le cas d'un virement bancaire, c'est-à-dire c'est de banque en banque que comment ça se produit, de compte bancaire en compte bancaire que ça se produit. C'est-à-dire quoi? Si un client me doit, il procède à un virement bancaire. Et comment je saurais que le client procède à un virement bancaire? Ce serait au moment où je serai en possession de mon relevé bancaire. C'est en ce moment que je saurai que le client a viré l'argent par a fait un virement bancaire. Et dans ce cas, quelle est l'écriture que je passe? Dans ce cas, c'est tout simplement ça. L'écriture que je passe, c'est le 512 débit crédit que je dois débiter. Du montant. Alors, ça c'est le compte remise à l'encaissement. Vous voyez que remise à l'encaissement, j'ai mis le deuxième 1 en noir, tout simplement pour que vous puissiez comprendre que c'est le compte 512, mais avec un deuxième 1. Ça vous permet de retenir. C'est très facile à retenir. Donc, le compte remise à l'encaissement, c'est pareil que le compte 512. Mais à la seule condition qu'il y a 2 1. Il y a 2 fois 1, s'il faut dire comme ça. Donc, voilà un peu les opérations que je voulais vous montrer au niveau des encaissements. S'il faut prendre un petit exemple, par exemple ici. Imaginons un client, imaginons qu'on a fait une vente. Nous avons fait une vente de marchandises. On a fait une vente de marchandises à crédit pour un montant de 100 euros. Donc, on a donc ici vente de marchandises. On a le compte client ici. C'est le compte vente de marchandises pour un montant de 100 euros. Ça, c'est l'écriture comptable qu'on doit passer. Ici, on a fait la vente, ici le 5N. Et on a un règlement, on a une opération, ça c'est l'opération commerciale. Ça c'est une opération commerciale. Voilà. Et maintenant, l'opération de trésorerie. Imaginons que l'opération de trésorerie apparaît à la fin du mois suivant, c'est-à-dire en juin. N. Imaginons que le client a réglé par carte bancaire. Si le client règle par carte bancaire, on aura donc 512 qui est débité. Et on sort de le compte client, c'est-à-dire le compte 411 du montant prévu. Ok? Ça, c'est la première idée. Si le client règle par virement bancaire, dès qu'on aura le relevé bancaire, on passera toujours la même écriture. Maintenant, si le client décide de régler ici par chèque, c'est-à-dire que le client nous envoie un chèque bancaire, le comptable, il peut toujours passer cette écriture de 100 euros, c'est-à-dire il regarde le chèque, il voit bien que c'est 100 euros, il passe cette écriture dans sa comptabilité. Il sort de le compte client. Ou il refait une remise de chèque en encaissement, c'est-à-dire il envoie le chèque pour encaissement, c'est-à-dire 511,2. Ok? Il sort de le compte client pour %. Et vous voyez que le compte client est bien soldé ici. Le client qui lui devait 1000 ici, il a soldé son compte. Son compte est soldé. Le client ne nous doit plus parce qu'on a déjà reçu le chèque. Donc on a bien ici remise à l'encaissement. Ça, c'est ce qu'on appelle la remise à l'encaissement, l'opération 6. C'est ce qu'on appelle une opération de remise à l'encaissement. Et dès que le relevé bancaire va mentionner que le chèque que nous avons remis à l'encaissement a été encaissé, dans ce cas, on doit maintenant débiter le compte banque et solder ce compte-là, le compte de remise à l'encaissement. On doit solder le compte de remise à l'encaissement pour un montant de 100 euros. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce compte-là a bel et bien été soldé ici et il n'existe plus. Donc, il est au débit ici et il est au crédit ici du même montant. Donc, il n'existe pas. Donc, voilà l'écriture qu'il fallait passer. Voilà. Maintenant, revenons peut-être dans le cas des décaissements. Le cas des décaissements, c'est pareil. On a dit que le décaissement, c'est la diminution du compte de l'actif du bilan. Alors, si nous sommes en cas de décaissement en espèces, nous avons ici donc les espèces. Quelle est l'écriture qu'il faut passer? Alors, il suffit tout simplement de
de créditer, c'est-à-dire de faire baisser le compte espèce. On fait baisser le compte espèce en mettant le montant ici. Lorsque vous faites un paiement, c'est ça. Si vous faites un paiement en espèces, il suffit tout simplement de créditer ce compte. Alors, si c'est par chèque ou par carte bancaire, imaginons que c'est par carte bancaire. Si c'est par carte bancaire, c'est le compte 512. Alors, le compte 512, il est donc crédité également du même montant. OK? Il est également crédité du même montant. Et si c'est par chèque, c'est-à-dire que si vous faites un paiement par chèque, vous envoyez un chèque à votre fournisseur, vous envoyez un chèque à votre fournisseur pour payer votre dette. Alors, le comptable, il enregistre l'opération en général sur la base du talon du chèque. Le talon du chèque. Il mentionne que la société a utilisé peut-être 100 € pour payer un fournisseur. Donc, le comptable utilise le talon du chèque. Il n'y a pas de remise en encaissement ici parce qu'il ne reçoit pas. Il n'y a pas un chèque qui doit aller remettre à la banque, non. Il y a plutôt une sortie d'argent qu'il doit comptabiliser. Dans ce cas, comme il s'agit d'un chèque, c'est le compte 512 qui doit être crédité. Vous voyez, le compte 512 ici qui est bien crédité. S'il s'agit d'un prélèvement ou d'un virement bancaire, c'est pareil. Donc lorsqu'il s'agit d'un prélèvement ou d'un virement bancaire, c'est la même opération. C'est-à-dire le compte 512 qui est crédité du montant concerné. Donc voilà les encaissements, les décaissements. L'opération commerciale se dénoue donc soit par une opération d'encaissement, soit par une opération de décaissement. Et pour finir avec nos opérations de trésorerie, on va aborder ce qu'on appelle le paiement à terme. Alors, nous allons juste aborder un peu les différentes caractéristiques de ce paiement à terme et nous allons revenir dans un nouveau chapitre spécial uniquement pour ça, pour décortiquer clairement ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, le paiement à terme, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique. Paiement à terme. C'est un paiement dont le paiement à terme, ça veut dire que le paiement va arriver plus tard, à une certaine date. La date est connue d'avant. Donc un paiement à terme est un paiement, c'est une opération dans laquelle la date de paiement est connue en avance. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre ici date de paiement connue à l'avance. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, un paiement à terme, c'est donc une opération dans laquelle la date de paiement est connue à l'avance. Mais dans quel cas on procède à un paiement à terme? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il faut comprendre ce que le paiement à terme a pour but de permettre au débiteur d'avoir un délai plus ou moins long pour régler sa dette. Alors, un débiteur, bien faire la différence entre débiteur et créditeur. Alors, comme son nom l'indique, le débiteur, c'est quelqu'un sur qui pèse une dette. Il a une dette à payer. Dette à payer. Lui, il a une dette à payer. Voilà. Et le créancier. Le créancier, c'est quelqu'un qui a une créance, qui possède une créance. Une créance, c'est un actif, alors qu'une dette, c'est un passif du bilan. Ok? Une dette, c'est bien passif. Donc ici, on a donc une créance. Une créance qui est égale ici à un actif. Et on a dit que l'actif, c'était un bien. Vous voyez ici, on a bien mis ici l'actif, ici. L'actif dans le bilan, c'est tout ce qui est emploi, destination, débit et produit. On peut mettre même encore ici, si vous voulez, biens et dettes. Parce que l'actif, c'est ce qu'on appelle les biens et le passif, c'est ce qu'on appelle les dettes. On peut mettre ça aussi là. Donc, revenons au terme paiement à terme. Dans le paiement à terme, on a dit que c'était l'opération dans laquelle la date de paiement est connue à l'avance.
Et pourquoi faire un paiement à terme? Le paiement à terme permet aux débiteurs d'avoir un délai suffisamment plus ou moins long pour payer sa dette. C'est-à-dire, au lieu de payer sa dette tout de suite, le fournisseur ou le créancier lui donne encore un délai plus ou moins long de payer sa dette. Alors, pour matérialiser cela, pour matérialiser le fait que la date de paiement soit connue à l'avance, puisque la date est connue à l'avance, qu'est-ce qui va matérialiser? Qu'est-ce qui va prouver qu'il doit payer dans 10 jours, dans 20 jours, dans 2 mois? Qu'est-ce qu'il doit prouver? Ce qui doit prouver ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de commerce. Ok? Donc, le paiement à terme fait naître, entraîne la création d'effets de commerce. Ok? Donc, lorsque vous êtes dans un paiement à terme ici, il y a donc automatiquement création d'effets de commerce. Donc, il y a donc création d'effets de commerce. D'effets de commerce. Voilà. Donc, c'est ça. L'effet de commerce, c'est quoi? L'effet de commerce, c'est tout simplement un document sur lequel est dit que le débiteur doit payer sa dette à une date plus ou moins lointaine. C'est tout. De manière claire, de manière précise. C'est ça l'effet de commerce. Là, je ne veux pas entrer en détail avec vous parce que là, je suis en train de vous donner les bases de la comptabilité. Donc, c'est ça l'effet de commerce. Donc, vous voyez que plus que le débiteur doit payer sa dette dans une échéance plus ou moins longue, on peut donc dire que l'effet de commerce, c'est quoi? L'effet de commerce ici est constitué comme étant un moyen de paiement. L'effet de commerce est un moyen de paiement. L'effet de commerce est un moyen de crédit. D'abord, un moyen de paiement, pourquoi? Parce que c'est sur cette base que le débiteur doit payer. C'est sur cette base que le débiteur doit payer sa dette. Ok? C'est la base de l'effet de commerce que le débiteur doit payer. Au fait, l'effet de commerce, ce document, le débiteur va payer. Imaginons que sur l'effet de commerce est mentionné, un effet de commerce, c'est un document comme ça, qui est mentionné 100 € et qui doit payer ça dans 30 jours. 30 jours. Alors, l'effet de commerce, le client, ça signifie quoi? Ça signifie que dans 30 jours, le tireur de l'effet de commerce, là j'emploie un peu les mots un peu techniques liés à l'effet de commerce, parce que l'effet de commerce, évidemment, l'effet de commerce est régi par ce qu'on appelle le droit, par une filière du droit qu'on appelle le droit cambiaire. Donc, régi par le droit cambiaire. Voilà. L'effet de commerce est régi ici par le droit cambiaire. Et dans l'effet de commerce, on peut avoir ce qu'on appelle, il y a deux types, les principaux effets de commerce. On a ce qu'on appelle la lettre de change, la lettre de change. La lettre de change ou la traite. On appelle ça aussi la traite. La lettre d'échange ou la traite. Et on a aussi ce qu'on appelle le billet à ordre. Le billet à ordre. Je vais revenir plus en détail par rapport à ça. Là, je vous donne juste l'avant-goût, on va dire ça comme ça. Et le billet à ordre. Alors, la lettre d'échange, dans ces effets de commerce, on retrouve soit la lettre d'échange, soit le billet à ordre. Et l'effet de commerce est régi par ce qu'on appelle le droit cambiaire. Ce qu'il faut encore connaître sur l'effet de commerce, c'est que l'effet de commerce fait naître 4 personnes. 4 personnes, l'effet de commerce. L'effet de commerce fait naître celui qu'on appelle le tireur. Le tireur ou le créancier. C'est-à-dire, on a dit ici, le créancier, c'est quelqu'un qui a une créance, qui a un bien. Donc l'effet de commerce mentionne 4 personnes. On a cité le tireur, on va citer ici le tiré. Le tiré, c'est le débiteur. Le débiteur. Le débiteur, c'est celui sur qui pèse une dette. Par exemple, si vous vendez à un client, à crédit, et que vous le faites, et que vous établissez l'effet de commerce,
vous, quand vous vendez, vous êtes créancier. OK? Et le client, parce qu'il achète à crédit, il est débiteur. Et le client il va s'appeler le tiré. Et vous êtes le tireur. Voilà. Et l'effet de commerce fait naître aussi le bénéficiaire. Le bénéficiaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Dans les stratégies d'effet de commerce, le tireur, on a dit que c'est quoi? On a dit ici que le tireur était le créancier, c'était celui qui vendait. Donc, c'est celui qui a vendu. Mais ce n'est pas forcément lui le bénéficiaire dans les histoires d'effet de commerce. Dans l'effet de commerce, c'est quoi? C'est le vendeur, comme c'est lui qui vend la marchandise, il peut demander au client de régler cette somme d'argent à une autre personne. À une autre personne. Imaginons que moi je suis vendeur et que évidemment moi j'ai des fournisseurs aussi. Moi j'ai des fournisseurs, peut-être des grossistes à qui j'achète la marchandise, des grossistes. Je vous fais un effet de commerce en disant merci de payer cette somme à tel grossiste, au grossiste A. Au grossiste A. Dans ce cas, ce n'est pas moi le bénéficiaire ici, c'est une autre personne qui est le grossiste. Donc, dans l'effet de commerce, le bénéficiaire peut être soit le tireur ou le créancier ou la personne qui a vendu ou le créancier du vendeur. OK? Ou le créancier du vendeur. Donc, le débiteur ici, il peut être soit le tireur, ou une autre personne désignée par le tireur. OK? Donc, c'est ça. Et enfin, la dernière personne, c'est qu'on peut retrouver dans l'histoire des faits de commerce, c'est la domiciliation. La domiciliation, c'est quoi? C'est l'endroit où l'effet de commerce doit être accepté. Lorsque vous faites un effet de commerce, ce n'est pas accepté dans n'importe quelle banque. Il faudrait que, quand vous allez vous présenter avec ce document, la banque vous donne de l'argent. C'est ce qu'on appelle la domicilialisation. Okay? L'effet de commerce est domicilié à la banque postale, est domicilié au Crédit Agricole. Parce que si c'est domicilié à la banque postale et que vous partez au Crédit Agricole, vous n'auriez pas l'argent, vous n'auriez pas cet encaissement. Donc voilà les 4 personnes qui apparaissent obligatoirement sur l'effet de commerce. Voilà ces 4 personnes. Mais ça, nous allons entrer en détail un peu plus tard. Là, je voulais juste vous montrer que l'effet de commerce a des particularités qu'il faut connaître. Le droit cambiaire qui régit l'effet de commerce, la lettre d'échange ou bien à ordre et les différentes parties prenantes de l'opération. Alors, donc je disais tantôt que il faudra ici, si vous faites un effet de commerce, la création d'effet de commerce, vous faites un document comme quoi le débiteur doit payer cette somme 100 € dans 30 jours. Vous créez l'effet de commerce. Là, vous créez l'effet de commerce. Vous pouvez créer un effet de commerce. Et dans les 30 jours, vous partez encaisser l'effet de commerce. Vous partez présenter l'effet de commerce et encaisser l'argent. Dans ce cas, on dit quoi? L'effet de commerce est un moyen de paiement. Donc, la dernière caractéristique qu'il faut savoir, c'est que l'effet de commerce, comment je vais écrire ça, l'effet de commerce est un moyen de paiement. Donc, je vais juste effacer ici. Donc, on va dire quoi? On va dire donc que le paiement à terme fait naître ce qu'on appelle donc les effets de commerce. Et l'effet de commerce, c'est quoi? L'effet de commerce a 2 particularités. On va finir par là. Juste les 2 particularités. On va finir par là. Donc, l'effet de commerce, c'est un moyen de paiement. Moyen de paiement. C'est un moyen de paiement. Première chose. Deuxième chose, c'est un moyen de crédit. C'est un moyen de crédit. Alors, j'ai dit c'est un moyen de paiement tout simplement parce que c'est sur cette base-là, c'est sur la base des effets de commerce que quand vous allez présenter à la domiciliation, j'y arrive,
à la domiciliation, quand vous allez présenter cet effet de commerce-là à cette banque, vous allez entrer en possession de l'argent. Vous allez entrer en possession de l'argent. C'est aussi un moyen de crédit. Pourquoi? Pourquoi on dit que l'effet de commerce est un moyen de crédit? Tout simplement parce que si vous allez encaisser les 100 euros, imaginons que les 100 euros, c'est encaissé dans 30 jours. Imaginons que vous avez besoin de l'argent avant. Vous avez besoin de l'argent maintenant. Là. Vous n'allez pas attendre 30 jours. Vous n'allez pas attendre 30 jours. Il faudra aller chez le banquier, c'est-à-dire dans la domicilialisation, demander au banquier, comme tu vois mon cher banquier, j'ai un effet de commerce ici, mais je dois encaisser cet effet de commerce dans 30 jours. Mais en ce moment, j'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent et au bout des 30 jours, le client qui s'est engagé de verser cette somme va verser et tu vas récupérer ton argent. Donc le banquier et toi, vous négociez. Vous négociez l'effet de commerce. Vous négociez l'effet de commerce. Si le banquier accepte la négociation, il va te dire oui, sur les 100 euros, moi je vais retirer quelques frais, ce qu'on appelle les agios. Il peut retirer peut-être 10 euros, c'est pas moi, 8 euros, 5 euros d'agios là-dessus. Parce que quoi? Parce que l'effet de commerce n'est pas arrivé à échéance. Donc, le banquier te donne donc, les 100 euros moins les agios. Moins les agios peut-être 5 euros, il va te donner peut-être 95 euros. Voilà. Il te donne 95 euros, tu rentres avec 95 euros. Mais le fait qu'il t'a donné les 95 euros avant l'échéance, c'est donc un crédit. C'est un crédit parce que qu'est-ce qui prouve que le banquier va pouvoir récupérer les 100 euros que le banquier va récupérer les 100 euros qui figurent sur l'effet de commerce. Parce que le client s'est engagé de verser cette somme. Peut-être que dans les 30 jours, le client ne verse pas. Donc, il y a plusieurs facultés qu'il faut comprendre. Donc ce que moi je voulais vous savoir, c'est que c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de crédit. Et je vous ai expliqué pourquoi c'est un moyen de crédit. J'ai reçu l'argent avant les 30 jours. Moins les agios, c'est ce que je rentre avec. Et si au bout des 30 jours, le client qui s'est engagé de payer, de verser cette somme, ne le fait pas, le banquier, il récupère son argent, il récupère les 100 euros, et il vous inflige même encore les frais. Il vous inflige même encore les frais de non-paiement de l'effet de commerce. Vous voyez un peu. Et ça, nous allons arriver dans les détails. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Encaissement, décaissement, paiement par les effets de commerce. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les opérations de trésorerie. Et voilà un exemple que j'ai mentionné ici. Et je vous ai dit à chaque fois, dans les encaissements, c'est le débit du compte. C'est le débit du compte qui est mentionné. À chaque fois qu'il s'agit des encaissements, c'est le débit du compte. Et ici, il faut penser, n'oubliez pas, la remise à l'encaissement. C'est très important, cette opération de remise à l'encaissement. C'est trop technique et c'est bien. Et pour retenir le compte remise à l'encaissement, il suffit d'avoir le compte, de savoir le compte bancaire 512 et d'écarter, de mettre un deuxième 2 au milieu. Ça fait remise à l'encaissement. Et là, vous avez bien un encaissement ici, le compte banque. Pareil, en termes de décaissement. Décaissement, ça veut dire que c'est le compte qui est crédité. Le compte est crédité à chaque fois. Le compte est crédité à chaque fois. Et enfin, on a le paiement à terme, qui est une opération qui fait naître les effets de commerce. Tout simplement parce que la date de paiement est connue à l'avance. Le but, c'est de donner la possibilité au débiteur de payer sa dette dans un délai plus ou moins long, bien plus ou moins long, voilà. Et comme on a dit, ça fait naître les effets de commerce. Et on a précisé ici les différentes caractéristiques des effets de commerce. L'effet de commerce est régi par le droit cambiaire. L'effet de commerce peut être la lettre de change ou la traite, le billet à ordre. Et l'effet de commerce fait naître, l'effet de commerce entraîne ou bien fait apparaître quatre personnes ou quatre parties prenantes. Le tireur, le tiré, le bénéficiaire et la domicilialisation. Voilà. Et enfin, pour bien comprendre, c'est très important de comprendre ça, l'effet de commerce est
soit un moyen de paiement, soit un moyen de crédit. Un moyen de paiement tout simplement parce que c'est grâce à cet effet que je vais me faire payer. Je vais présenter à la banque et je vais me faire payer. C'est un moyen de crédit parce que quoi? Je peux encaisser, je peux aller voir le banquier, négocier la traite avec lui, négocier les faits avec lui et le banquier me donne l'argent avant le délai qui a été prévu. Et je reçois de l'argent et le banquier va attendre le délai indiqué pour pouvoir récupérer l'argent de la traite. Et s'il n'arrive pas à récupérer, c'est-à-dire que si le débiteur n'honore pas, son engagement, le banquier récupère les 100 € qu'il m'a donné et il m'inflige en plus encore une dette pour non-paiement. Voilà. Et nous allons voir ça clairement. Il faut être très attentif au niveau des effets de commerce. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler avec vous de l'état de rapprochement bancaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci mes chers abonnés. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à partager cette vidéo parce qu'ensemble, nous allons partager nos expériences de comptabilité. Je vous remercie. À bientôt.